Bonsoir et bienvenue dans Ça vous regarde. Bonsoir Jules. Bonsoir. Vous êtes notre grand témoin ce soir à l'occasion de la sortie en librairie de ce conte illustré de La Belle et la Bête qui a tant fait parler de lui. Il devait être distribué à 800 000 exemplaires à des élèves de CM2. Opération annulée à la dernière minute. Alors on essaiera de comprendre pourquoi exactement et puis on parlera du livre lui-même, bien entendu. Mais avant cela, on reviendra sur ce triste anniversaire. 10 ans après la COP21 de Paris, l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré est officiellement hors d'atteinte. Ce sont d'anciens membres du GIEC qui l'annoncent. Alors les solutions, on les connaît, mais on ne les applique pas. Comment sortir de cette impasse? On en débattra avec nos invités, notamment le climatologue Jean Jouzel. Enfin, la censure, le retour de la menace, ce n'est pas le titre d'un film, mais le thème de notre séance de rattrapage à suivre à la fin de l'émission. Voilà pour le sommaire. Jules, est-ce que vous êtes prêt? Prêt. Eh bien, on y va, suivez-moi. Allons-y. Si on parle du réchauffement climatique aujourd'hui, ce n'est pas parce que la France est à nouveau en vigilance canicule, c'est presque devenu une habitude. Non, c'est parce que les plus grands experts scientifiques viennent d'acter un point de non-retour. On ne limitera pas le réchauffement de la planète à 1,5 degré comme on l'espérait, c'est trop tard. On a épuisé notre budget carbone beaucoup plus vite qu'on ne le pensait. Alors que faire? Comment réagir alors que l'écologie recule de Donald Trump aux États-Unis? Aux ZFE en France, on en débat avec un des plus grands spécialistes du sujet, Jean Jouzel. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes paléoclimatologue, vous avez longtemps travaillé pour le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat. Vous êtes médaille d'or du CNRS, vous avez obtenu l'équivalent du Nobel sur les sciences de la Terre et vous êtes l'auteur de travaux reconnus dans le monde entier sur cette question. À vos côtés, Emeline Notary-Anjerakian. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable du programme Financement de la transition écologique au sein du réseau Action Climat. Et David Cormand, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député européen et ancien patron des écologistes en France. Enfin, nous serons aussi en liaison vidéo avec le député de la droite républicaine, Jérôme Nury, dans un instant. Mais d'abord, le récap de Bruno Donnet. Bonsoir Bruno. Bonsoir Clément, bonsoir à tous. Et dans votre récap ce soir, des souvenirs de la COP21 et une étude qui donne chaud. Oui, souvenez-vous Clément, c'était il y a 10 ans, en pleine conférence sur le climat à Paris. Laurent Fabius évoquait l'enjeu principal de l'accord qu'il appelait de ses voeux. Il confirme notre objectif central, vital même, de contenir l'augmentation de la température moyenne bien en deçà de 2 degrés et de s'efforcer de limiter cette augmentation à 1,5 degré. L'objectif était clair, limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Et devinez quoi? Les 195 pays qui participaient à ce moment historique avaient réussi à se mettre tous d'accord. Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Paf, l'émotion était vive, les applaudissements nourris. Seulement voilà, hier, 10 ans après ce bel instant de communion, des chercheurs français de renom ainsi que d'anciens membres du GIEC l'ont affirmé formellement, les 1,5 degré, ça ne sera pas possible. On est dans un monde 1,36 degrés plus chaud du fait des activités humaines. Et on va très vite atteindre ce niveau de réchauffement d'1,5 degré dans les années qui viennent. Alors, quel est l'état des lieux précis, Bruno? Alors, précisément, Clément, d'après l'étude qu'a publiée hier la revue Earth System Science Data, les émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble de la planète ont atteint en 2023 le chiffre record de 55 milliards de tonnes. Alors, à titre de comparaison, c'était 38 milliards de tonnes en 2019 et seulement 12 milliards de tonnes en 1990. Autre indicateur inquiétant, les océans se sont élevés de près de 4 mm par an depuis 2006, ce qui fait plus de 7 cm en moins de 20 ans. C'est 2 fois plus que le rythme qui avait été observé depuis 1901. Quant à l'augmentation des températures, elle est désormais de 0,27 degrés tous les 10 ans.
Alors on a un peu de mal à interpréter ces chiffres. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente concrètement? Alors concrètement, Clément, et pour mieux comprendre, je vous ai préparé ici un petit tableau avec ce qui change selon que l'augmentation de la température est de 1,5 degré ou bien de 2 degrés. Regardez, 0,5 degré de réchauffement en plus, ça veut dire 10 cm de plus de montée du niveau des mers et 10 millions de personnes de plus exposées à la submersion. Enfin, un tout dernier chiffre, en 2024, le réchauffement s'est élevé à 1,52 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. On a donc dépassé pour la toute première fois, Clément, le fameux seuil des 1,5 degré. Merci beaucoup, Bruno Donnet. Jean Jouzel, je commence par vous. Vous avez fait partie du GIEC, je le disais. Ces rapports, ils sont toujours scrutés de près. Le problème, c'est qu'ils ne sont publiés que tous les 6 ou 7 ans, je crois. C'est utile d'avoir ce nouvel outil de suivi presque en temps réel. Permettez-moi, Clément, d'abord de rendre hommage au GIEC quand même, parce que nous vivons aujourd'hui, c'est vraiment ce que les rapports du GIEC ont anticipé depuis 50 ans. Moi, j'ai participé à 4 rapports du GIEC. D'autres personnes y participent maintenant, mais c'est un premier point. Effectivement, un des problèmes des rapports du GIEC, c'est qu'ils sont publiés tous les 5 à 6 ans. Donc, il y a des espaces. Alors, entre-temps, il y a des rapports, disons, plus ciblés. Par exemple, il y aura très rapidement un rapport sur réchauffement climatique et les villes. Mais je crois que c'est une très belle initiative que de regarder chaque année, de faire un bilan chaque année, de faire un point. Et c'est ce qu'a entrepris depuis 3 ans. Donc, des collègues comme Valérie Masson-Delmotte en France, Aurélien Ribes, des anciens du GIEC généralement, qui se regroupent, ils sont je crois 60 ou 70, et qui font un état des lieux chaque année. Je crois que c'est très bienvenu, c'est depuis 3 ans, depuis le dernier rapport du GIEC, et c'est très utile. Et effectivement, les résultats qui ont été présentés ici rapidement, disons, il faut froid dans le dos quand même. Hein. C'était ma question suivante. Comment vous accueillez cette annonce-là? Est-ce que vous-même, vous y aviez cru il y a 10 ans, quand Laurent Fabius avait topé comme ça sur 1,5 degré? Très important. Oui, on affiche dans la Convention climat cet objectif bien en deçà de 2 degrés, si possible 1,5 degré. Et en fait, le rapport 1,5, quand on a regardé, on voit que ce serait beaucoup plus facile aux jeunes d'aujourd'hui de s'adapter à 1,5 degré plutôt qu'à 2 degrés. Vraiment, 1/10 de degré, ça compte. C'est ça le message. Donc, mais le point qui est important dans l'accord de Paris, c'est qu'il est aussi écrit dans l'accord de Paris que les engagements pris ne sont pas à la hauteur des objectifs. Dès au départ de l'accord de Paris, nous savions, et c'est aussi très clairement écrit dans le 5e rapport du GIEC, que nous irions vers un réchauffement de l'ordre de 3 degrés à l'échelle planétaire. 4 degrés en France, voire plus. Il faut voir qu'actuellement, c'est pas loin de 2 degrés en France. Donc non, malheureusement, ce n'est pas une surprise. Je le redis, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce que nous anticipons en termes, vous avez parlé de l'accélération de l'élévation du niveau de la mer, 2 fois plus rapide que dans les années 90, je dirais. Eh bien, tout ça, c'était prévu. Les événements climatiques extrêmes, c'est ce dont on parle depuis le 3e rapport du GIEC de façon récurrente. Donc, ne soyons pas surpris. Et ce qui est annoncé ici, c'était, je dirais, le décès de l'objectif 1,5. C'est déjà annoncé depuis assez longtemps également. La difficulté, donc, on voit bien un chiffre peut-être. Il ne nous reste plus que 3 ans d'émissions au rythme actuel pour ne pas dépasser 1,5. Donc on voit bien que c'est impossible. Donc voilà, pour les 2 degrés... Mais ça vous déprime pas de voir cela Si, ce qui me déprime, c'est surtout la réaction, on en parlera, mes collègues en parleront aussi ce soir, la réaction aussi bien au niveau planétaire. Bon, voilà, disons, il y a vraiment, y compris d'ailleurs la remise en cause complète de la science, et ça va beaucoup plus loin que simplement la science du climat. Il y a quand même aussi au niveau européen, eh bien effectivement, on n'est pas à la hauteur au niveau européen. Le Green Deal n'est pas à la... Bon, David Cormand va me dire, voilà, le député européen, mais je crois le Green Deal était ambitieux au départ, il l'est beaucoup moins. Et au niveau français, nous en parlerons peut-être, c'est reculade sur reculade. On va en parler, effectivement. Et il n'y a pas pire climato-scepticisme que de reculer sur les... Ne nous dites pas que, non, on croit au réchauffement climatique, mais on va surtout ne rien faire. C'est du climato-scepticisme que de ne rien faire. On va en parler dans un instant de la situation en France. David Cormand, donc vous êtes eurodéputé, traiter de ces enjeux au niveau européen. Comment vous accueillez ces chiffres? Il y a 2 choses. Il y a à la fois l'effroi, la colère, quand même, parce que
dans ce domaine-là, on n'avance pas dans le brouillard. Il y a d'autres domaines en politique où on peut penser que c'est ceci ou cela qu'il faut faire. Bon, voilà, ça se discute. Sur le diagnostic, on peut être plus ou moins, voilà, sur, je sais pas quoi, l'insécurité, les questions sociales. Les uns et les autres peuvent avoir des appréciations différentes. Là, quand même, ce qui est sidérant, c'est qu'on a, si j'ose dire, une prise de température qui est, on ne peut pas plus factuelle. Et face à des choses donc, que l'on sait, on a une classe politique majoritairement qui ne veut pas le croire, ou qui fait semblant de ne pas le croire, pour maintenir un modèle dominant dont on sait qu'il nous met dans le mur, mais pas tout de suite. Et donc moi, c'est ça qui me met en colère. Mais je ne veux pas rester sur la colère et le côté négatif, je vais essayer de dire il y a de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, d'abord, c'est qu'on a ce diagnostic. C'est qu'en fait, on a tous les éléments à portée de main, et encore une fois, ce n'est pas vrai dans tous les sujets, là, on les a. Mais plus important, on sait quoi faire. On sait quoi faire. On n'est pas devant une situation devant laquelle on serait... C'est pas une météorite, vous savez, le film... C'est pas une météorite qui arrive et on ne peut rien y faire. C'est quelque chose... On a les solutions, elles existent. Et là, c'est là qu'il y a une responsabilité politique dans le sens le plus noble du terme. C'est quoi la politique? C'est faire en sorte de garder le contrôle sur ce dont dépend notre subsistance. C'est ça la définition de la politique. Et donc notre job, c'est de garder le contrôle sur ce dont dépend notre subsistance. Or là, on est en train, par nos décisions, de créer une situation où on perd le contrôle sur ce dont dépend notre subsistance. Et donc, il faut redonner du pouvoir à la politique, ce que ne font pas... Jean Jouzel a parlé du pacte vert. On était content en 2019, la mandature précédente, c'est un Green Deal, un pacte vert européen, qui devait justement mettre en accord les politiques européennes, y compris économiques, avec les objectifs de 2015 des accords de Paris. D'abord, Jean Jouzel a raison, l'ambition était déjà insuffisante. Mais songez qu'avant même que ce que nous avions voté soit mis en œuvre, c'est déjà en train d'être détruit. Autre élément, ce pacte vert n'avait pas prévu, mais je pense que Madame va en parler, le financement de cette transition. Parce que c'est là aussi, c'est pas une déréglementation, c'est aussi comment on finance. Eh ben, c'était ma question, Emeline Nottari, Andrzej Rakian. L'un des freins à cette transition écologique, c'est son coût, le coût des investissements pour changer nos modes de transport, nos modes de production, nos moyens aussi de nous chauffer. C'est votre domaine. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de la somme qu'il faudrait investir en théorie pour atteindre notre objectif de neutralité carbone et de la somme qu'on y consacre réellement? Alors oui, bien sûr, on a à la fois des chiffres à l'échelle mondiale. Donc les chiffres à l'échelle mondiale en termes d'argent purement public, c'est aux alentours de 900 milliards d'euros par an jusqu'à 2030 pour pouvoir atteindre donc nos objectifs. Et on a aussi des rapports à l'échelle française, puisque je rappelle quand même qu'on a eu la chance d'avoir des économistes tels que Pisani-Ferry, tels que Selma Mahfouz, qui ont sorti un rapport très récemment, il y a 2 ans, au moment de la planification écologique, pour parler justement des perspectives de financement de la transition. C'est un rapport qui avait été commandité par le gouvernement, donc par le gouvernement à l'époque d'Elisabeth Borne. C'est prévoyé donc qu'il fallait à peu près 67 milliards d'euros en plus par an, publics et privés, pour pouvoir financer nos objectifs. Donc la moitié à peu près du privé, dont à peu près entre 10 et 13 milliards d'euros de pur budgétaire, donc ce qui nous permettrait en soi de suivre assez facilement l'évolution des investissements qui sont faits, puisque si on regarde par rapport aux différents budgets, on voit qu'il y a encore une fois des baisses sur les investissements nécessaires à la transition écologique. Donc nous sommes sur des baisses de baisse quand on devrait être sur de la hausse de la hausse. Donc nos financements ne suivent pas. Nos financements ne suivent pas parce qu'on décide qu'il est plus intéressant de boucler un budget pour passer sous la barre des 3% d'un point de vue purement et simplement budgétaire, plutôt que de se préparer à l'avenir. Et c'est là que je rejoins ce que disait monsieur, c'est-à-dire que le rôle des politiques, c'est bel et bien d'appréhender l'avenir, c'est bel et bien de protéger les citoyens. Et non seulement on ne protège pas les citoyens, mais on ne protège pas non plus nos finances publiques. Puisque le coût de l'inaction climatique, si on s'oriente vers un réchauffement de 3 degrés, c'est 18% du PIB mondial en termes de coût d'inaction. David Cormand, il y a les financements publics, il y a aussi les financements privés, ils sont indispensables, mais pour ça, il faut que la transition écologique elle soit rentable. Une entreprise privée ne va pas investir comme ça si ce n'est pas rentable. Est-ce qu'on n'a pas négligé ça quand on voit ce qui se passe au niveau européen, par exemple, sur l'acier, la décarbonation de l'acier? Je ne suis pas d'accord avec cet argument, j'essaie d'expliquer pourquoi. Et c'est ce que Madame vient de dire. En fait, quand on dit qu'il faut que ça soit rentable pour le secteur privé, sa rentabilité, elle a une conséquence pour nous tous. C'est les conséquences du réchauffement climatique. Donc ce qu'on appelle rentable dans le modèle économique dominant, c'est quelque chose qui est en train de détruire
toute capacité pour l'humanité à pouvoir continuer d'habiter la Terre. De quelle rentabilité on parle? Donc déjà, la première chose à faire, c'est de dire, mais combien ça coûte vraiment? Je suis à la commission agriculture. Dans le domaine agricole, on fait les mêmes calculs, les impacts sur la santé, etc., etc. Donc en fait, on a une première chose à dire. D'abord, c'est comment on oriente le financement public dans la bonne direction. C'est essentiel. Mais ensuite, il y a à dire au secteur privé, qu'est-ce que vous avez le droit de faire ou non? Et pour moi, c'est très simple. C'est des activités économiques qui ont pour impact le fait de condamner la capacité de nos enfants à vivre, ça doit être interdit. C'est à ça que ça sert la force publique. Et donc en fait, il n'y a pas à se mettre à plat ventre pour dire à un secteur économique qui veut continuer à gagner une rente, parce que c'est ça à quoi on a affaire. On a un secteur économique dominant qui vit d'une rente, notamment de la maîtrise de l'énergie fossile, pour faire des affaires. En fait, moi, je suis pour un secteur économique qui innove, y compris dans le domaine de l'économie de marché, mais régulé par l'intérêt général. C'est quoi la régulation? Elle est très simple. C'est l'intérêt social et l'intérêt environnemental de l'humanité. Et donc, vous pourriez avoir une activité économique qui répond à ces critères et qui ne soit pas laissée comme ça à volo à faire absolument ce qu'elle veut en faisant payer à la collectivité, à nous tous, par notre santé, par notre incapacité à vivre, par des dépenses publiques, les conséquences de leurs profits. Alors, je ne veux pas noircir le tableau encore plus qu'il ne l'est, mais vous expliquez, Jean Jouzel, que même si on atteignait la neutralité carbone demain, les effets du réchauffement climatique, ils ne s'arrêteront pas du jour au lendemain. Pour la température, ça se calmerait rapidement, mais pour l'élévation du niveau de la mer, ça se poursuivrait, par exemple, et d'autres conséquences également, les événements extrêmes seraient toujours là. Et on a vu cette étude publiée il y a quelques jours sur l'effondrement de ce qu'on appelle l'AMOC, ce courant d'eau profonde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qui est en jeu derrière tout ça Ce qui est en jeu, eh bien, c'est en gros le Gulf Stream qui nous amène des eaux chaudes sur ma Bretagne natale en particulier. Et disons, si ce Gulf Stream se modifie, alors il ne s'arrêtera pas, on peut imaginer qu'il aille plonger plus loin dans le sud, eh bien ça changerait le climat de nos régions et effectivement, ce pourrait même avoir un ralentissement du réchauffement dans nos régions, mais pas du tout à l'échelle globale. Que le Gulf Stream fonctionne ou pas, si on est à plus 3 degrés à l'échelle planétaire, on restera à plus 3 degrés à l'échelle planétaire. Ce qu'on n'aura pas pris en Europe de l'Ouest, eh bien c'est les côtes africaines qui le prendront. Il ne faut pas du tout penser que ce serait... Alors c'est une possibilité, mais qui est plutôt assez lointaine, semble-t-il, quand même. Donc, je pense qu'il ne faut pas agiter... Enfin, on peut en parler, évidemment, mais il ne faut pas agiter le poisson rouge, donc, le chiffon rouge. Vraiment, il faut je crois, regarder d'abord un monde, comment on va... Il y a la nécessité d'adapter, il y a la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique, c'est très clair. Voilà, les financements sont quelque chose de très important et il faut... Je crois qu'on n'est pas du tout à la hauteur par rapport à ce qu'il faudrait faire, effectivement. Mais comment vous expliquez que, comme le disait David Cormand, on a toutes les données, on comprend, on sait ce qu'il faut faire, et on n'arrive pas ni à convaincre l'opinion publique majoritairement, ni à mettre en œuvre les moyens financiers nécessaires. D'abord, je ne suis pas sûr de ne pas convaincre l'opinion publique majoritairement. Ça, c'est une autre chose, on pourra y revenir. Aujourd'hui, les écologistes ne sont pas au pouvoir. Je vais m'appuyer très rapidement sur deux aspects. On sait ce qu'il faut faire. La planification écologique l'a écrit. Disons, voilà, on a un objectif en 2030, moins 55%. Il est décliné par secteur d'activité. Donc voilà, le bâtiment, le transport, l'agriculture. C'est très bien construit. Donc on sait exactement. Il y a des mesures proposées. Voilà, on sait très bien ce qu'il faut faire. Donc, il y a aussi eu des propositions des citoyens. Moi, j'ai participé à la Convention citoyenne sur le climat, et c'est clair qu'elles étaient très riches. Le regret que j'ai, c'est qu'elles n'étaient appliquées qu'à hauteur de 20%. J'ai la conviction que si ces mesures avaient été appliquées plus largement, eh bien, nous serions sur une meilleure trajectoire. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'entre 2020, il faudrait diminuer nos émissions de 5% par an en France. Alors, c'est clair. Oui. Et on a diminué de moins de 2% entre 2024 et 2023. On va voir ces chiffres, justement. Voilà, on va se pencher sur la situation de la France plus en détail. L'objectif de la France est celui de l'Europe, réduire de 55% ses émissions de CO2 d'ici à 2030 pour aller vers une neutralité carbone en 2050. Il y a deux organismes qui ont publié cette semaine des chiffres alors un peu différents. On arrive à deux résultats différents. Il y a le CITEPA qui annonce une baisse de 1,8% des émissions françaises en 2024 et l'INSEE une baisse de 0,9%.
Je ne sais pas, Emeline Nottary, peut-être que vous pouvez nous expliquer déjà pourquoi on n'arrive pas au même résultat et surtout de combien il faudrait baisser nos émissions pour être en ligne avec nos objectifs. À chaque fois, sur les perspectives de baisse des émissions, ça dépend beaucoup de la méthodologie qu'on applique. La problématique, elle n'est pas en soi au dixième de baisse d'émissions carbone. Elle est surtout de manière générale, on voit qu'avant de commencer à chipoter sur le dixième ou le 0,5 pourcentage, est-ce qu'on est déjà sur une perspective et une trajectoire qui est la bonne? Et là, je rejoins exactement ce que disait M. Jouzel, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'il faut faire. Parce que, encore une fois, on a des données, à la fois, vous parlez du CTPA, vous parlez de l'INSEE, mais on a aussi tout simplement, effectivement, les travaux de la planification écologique, qui sont des travaux extrêmement sérieux, qui ont été mis en place par le gouvernement pour justement répondre aux objectifs climatiques, qu'on ne met pas en place. Et donc, peut-être déjà s'inscrire dans cette trajectoire-là nous permettrait d'arrêter de chipoter sur des chiffres et surtout de mettre en place des politiques publiques qui nous permettent de faire face à cette crise. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas du tout là-dedans. Je rappelle qu'il y a quand même eu nombre de reculs ces dernières semaines, dans un cadre où pourtant vous avez dans la même semaine un rapport qui sort, dont je laisse l'analyse scientifique bien entendu à M. Jouzel, mais qui est quand même extrêmement alarmant. David Cormand, sur la baisse des émissions de CO2 en France, elle est là. Il y a quand même une action qui a été engagée, mais elle n'est pas suffisante. Vous voyez le verre à moitié vide, le verre à moitié plein? Non, mais ça vient d'être dit. Quand vous êtes de mémoire entre 0,9 et 1,8 et qu'il faudrait 5% tous les ans, pardon d'être un peu brusque, mais on s'en tape un peu du 1%, etc. Surtout qu'en plus, je n'ai pas vu les études dans le détail, mais ça peut être lié aussi à ce que c'est les émissions sur le territoire. Oui. Ici, par ailleurs, on importe, parce qu'on délocalise ailleurs du CO2 de l'extérieur. Si vous voulez, votre truc est à somme nulle. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut faire attention à une illusion, et il faut tenir un peu un langage de vérité. En fait, penser qu'on va pouvoir atteindre ces objectifs à modèle de vie constant, à imaginaire de société constant, je pense vraiment que c'est un mensonge. Toute la logique du rapport à la consommation, à la surconsommation, ce qu'on nous survend sur les plateformes en ligne ou je sais pas quoi, Amazon pour pas les citer, cette espèce d'injonction à produire toujours plus, de l'émancipation par des possessions matérielles toujours plus importantes, ce modèle d'imaginaire de société-là, quelle que soit la manière dont vous produirez les choses, elles ne peuvent pas déboucher sur une planète habitable. Et donc là, c'est là que le politique, au sens noble du terme, encore une fois, a une responsabilité, et peut-être qu'on n'arrive pas suffisamment à le faire. C'est comment on donne envie à cette espèce de futur qui est présenté, y compris par les forces dominantes, comme dystopique, comment on arrive à l'expliquer comme un projet utopique. Pas utopique au sens irréalisable, au sens utopique, un avenir positif. Et ça, il y a une bataille de l'imaginaire et des idées. Moi, je rêve d'un monde où on ne subit pas le travail qu'on fait, on partage le temps de travail entre nous, quitte à globalement travailler moins pour produire mieux. Regardez, je reprends l'exemple de l'agriculture. C'est tout à fait possible de nourrir la planète avec une agriculture paysanne, de proximité, qui ne pollue pas les sols, qui utilise moins de CO2. C'est tout à fait possible de se déplacer et de travailler sans être obligé d'être dépendant. En fait, c'est possible. On va voir effectivement qu'on est loin d'avoir atteint cet imaginaire-là en France, notamment. On va le voir dans un instant. Mais peut-être, Jules, votre regard à vous sur ce débat qu'on a depuis le début. L'écologie, elle est présente dans vos BD. Elle est très présente. D'ailleurs, mon premier livre, en 2004, avant même que je fasse des albums de BD, s'appelait Debout les terriens. En fait, c'était pour les enfants, une espèce de prise de conscience des enjeux de biodiversité, de climat, etc. Évidemment, on a l'impression de prêcher dans le désert, mais peut-être pas tellement, parce que comme vous le disiez, je pense que tout le monde a conscience de ça. Et tout le monde fait une petite remarque, il y a des blagues là-dessus. Bon, moi, sur le fait de les petits gestes du quotidien, des choses qui paraissent dérisoires, etc. Mais en fait, moi, la vraie question que je me pose, et je ne sais pas s'il y a des études réellement de ça, c'est les gens qui, aujourd'hui, en France, en Europe, dans des pays développés, avec un grand niveau d'éducation, sont élus et votent contre les mesures, font couler les projets de loi. Alors là, vous anticipez sur le débat qu'on va ouvrir à l'instant. Alors, je vais mettre une question parapluie avant d'ouvrir ce débat, pour le coup. Qu'est-ce qui les pousse à agir comme ça? Parce que certains sont totalement débiles, mais la majorité, ils sont quand même pas si idiots. Je vous laisse libre de vos propos. J'ai deux hypothèses. D'un côté, c'est Dieu. Et de l'autre côté, c'est la psychanalyse. Ouais. Dieu, c'est-à-dire que les gens pensent qu'en fin de compte, il va y avoir une espèce de Deus ex machina qui, dans la catastrophe dont ils ont conscience et dont ils s'exonèrent complètement, va tout d'un coup, comme dans les films hollywoodiens, régler le problème, qu'il y a une téléologie, que tout ça a une cause et une raison et que tout le monde sera sauvé à la fin. Beaucoup de gens
ont cette mentalité religieuse qui ne dit pas son nom, même s'ils ne sont pas forcément pratiquants. Et l'autre truc, c'est juste la pulsion de mort. C'est-à-dire qu'en fin de compte... Là, c'est la dimension psychanalytique. Oui, et ça, c'est la dimension psychanalytique. C'est-à-dire, au fond, quand voilà, on a une espèce d'impasse psychique, il y a cette espèce d'envie d'autodestruction. C'est une particularité. Il n'y a pas que les humains dans le règne animal qui ont ça, mais quand même, ils en sont un petit peu les champions. Et cette pulsion de mort qui les meut, qui, du coup, les fait céder aux groupements d'intérêts, qui poussent leurs intérêts particuliers et aux différents lobbies, ou tout simplement juste à leur volonté de s'aveugler, c'est de la pulsion de mort. Donc, en fin de compte, entre Dieu et la psychanalyse, on est bloqué là. C'est passionnant. Moi, je suis... Bon, Qui étudie ça? Il y a des gens qui étudient ça parce que... mais je suis d'accord avec Jules, moi, mais bon, vraiment, je ne comprends pas l'attitude de nos politiques. Enfin, disons, tout est là, voilà, donc, et les projections des scientifiques, on doit leur accorder de la crédibilité. On va dans le mur, vraiment collectivement, et vraiment, ça me semble complètement incroyable. Et que les gens sympas, que ce soit qu'ils habitent au Puy du Fou, à Hénin-Beaumont, et qui subissent exactement les mêmes choses comme tout le monde en fait sur la Terre, c'est des gens sympas, c'est des gens qui ont des vies avec des centres d'intérêt, avec des familles, avec des choses comme ça. Donc normalement, qui devraient avoir le réflexe de tout un chacun, juste les espèces de pulsions élémentaires humaines positives sont aussi parcourues par ces espèces de forces d'autodestruction. Et peut-être qu'effectivement, on est entraîné dans ce suicide collectif. En fait. On va parler de ce climat ambiant au-delà du climat de la planète et de ce climat politique en France aujourd'hui. L'écologie n'a plus la cote à l'Assemblée, au point que plusieurs mesures emblématiques ont été supprimées par les députés ces dernières semaines, ces derniers mois. Et c'est ce à quoi on a encore assisté hier dans l'hémicycle. On fait le point avec Clément Perrault. Après les zones à faible émission, les ZFE, après le zéro artificialisation nette, le ZAN, les députés se sont attaqués hier aux éoliennes et aux panneaux solaires. Grâce notamment aux voix du Rassemblement national, un amendement d'un député de la droite républicaine a été adopté à une courte majorité. Il instaure un moratoire sur le développement de nouvelles installations photovoltaïques et éoliennes. L'examen de la proposition de loi sur l'énergie vire au jeu de massacre pour l'écologie. On vient, dans l'indifférence générale, de voter un moratoire sur les énergies renouvelables. Et ce qu'il y a de fabuleux, c'est qu'en plus, vous en tirez fierté. C'est incroyable. Regardez vos enfants en face, regardez-les et dites-leur ce que vous êtes en train de faire. Parce que vraiment, ce que vous faites au fond, c'est de mettre leur vie en danger, c'est de mettre notre vie en danger. Au-delà du vote de cet amendement, le groupe RN a profité de ces débats pour se lâcher contre l'écologie dite punitive. Surtout, vous les méchants pauvres, hein, n'utilisez pas la petite mamie, le diesel, hein, tu tues la planète en allant chercher ta baguette de pain avec ton diesel. Mais par contre, hein, les grandes stars d'Hollywood, les DiCaprio, les machins, les bidules, qui prennent des yachts pour aller l'été, vous donnez raison, Madame Voynet, vous donnez raison, Madame Laenos, hein, et faire des collectifs ensemble pour expliquer que, ah non, on ne peut pas vivre à la campagne avec un diesel, mais on peut partir en vacances à Saint-Trope avec un yacht. Ça, c'est possible, si c'est validé par les Verts du monde entier, les écolos du monde entier. Ces débats se sont déroulés dans un hémicycle largement déserté, notamment à gauche et au sein du bloc présidentiel. Peut-être parce que les députés n'y ont pas vu d'enjeu majeur. Le gouvernement a déjà indiqué qu'il publiera la programmation pluriannuelle de l'énergie par décret avant la fin de l'été et donc probablement avant la fin des débats parlementaires. Merci, monsieur le... Et nous sommes en liaison vidéo avec Jérôme Nury, député de l'Orne, membre de la droite républicaine. Bonsoir et merci d'être avec nous. C'est vous qui avez donc porté cet amendement qui a enflammé l'hémicycle hier après-midi. Vous avez donc imposé un arrêt total aux installations d'éoliennes, de panneaux solaires, c'est-à-dire en fait les seuls moyens de produire de l'électricité décarbonée dans les 5 ou 10 ans qui viennent, puisque les centrales nucléaires, elles ne sont pas pour tout de suite. Pourquoi ce choix ? D'abord, ce choix, on l'a fait parce que nous, on croit au fait qu'il faut absolument décarboner notre énergie, qu'il faut sortir progressivement des énergies fossiles et qu'il y a plusieurs solutions pour cela. Et il y a une solution que la France maîtrise depuis longtemps, c'est l'énergie nucléaire. Et aujourd'hui, on sait très bien que nos centrales peuvent
fournir plus et produire plus, les centrales que nous avons d'ores et déjà. Nous avons également voté en début de semaine, dans cette loi de programmation de l'énergie, une augmentation de la puissance installée du nucléaire qui va nous permettre de pouvoir envisager de manière assez sereine les prochaines années. Et nous pensons, et c'est pour ça qu'on a fait adopter cet amendement, qu'il faut maintenant regarder de manière très précise comment est-ce qu'on peut organiser les énergies renouvelables intermittentes, parce que ça pose un certain nombre de problèmes et qu'il faut faire une étude pour pouvoir ensuite voir comment est-ce qu'on peut éventuellement relancer ces programmes. Mais l'étude, le ministre vous a répondu qu'elle était en cours, que ses conclusions allaient être connues d'ici quelques mois à peine. Donc pourquoi tout stopper comme cela? Ça donne l'impression effectivement que vous êtes presque climato-sceptique, ce qui n'est pas le cas de votre parti. Non, pas du tout. En fait, je vous l'ai dit, on veut tous aller vers des énergies décarbonées. Nous pensons que la colonne vertébrale de notre énergie doit être et doit rester le nucléaire, et qu'il faut maintenant regarder où on en est un peu avec les renouvelables. Vous savez, on a déjà 24 gigawatts aujourd'hui d'intermittents en termes de puissance installée. Il y en a 14 qui ont été déjà autorisés. On arrive à 38. Et c'était le maximum qu'avait fixé d'ailleurs le président Macron dans son fameux discours de Belfort. Donc on voit bien qu'on a un vrai sujet aujourd'hui d'acceptabilité de ces énergies intermittentes sur nos territoires. On a aussi un vrai sujet, je pense, et sur lesquels il faut se pencher très vite, c'est la tension de notre réseau quand il y a du vent, quand il y a du soleil qui peut entraîner un blackout. Et puis on sait aussi que derrière, il y a une question de coût et de prix pour la facture des Français, parce que jusqu'à maintenant, ils constatent quand même, année après année, que l'électricité coûte de plus en plus cher. Jean Jouzel, est-ce que vous avez envie d'interpeller? Oui, monsieur le député, oui, je crois que vous vous asseyez sur la conclusion du dernier rapport du réseau de transport d'électricité. La France n'arrivera pas à neutralité carbone à horizon 2050 sans un développement significatif des énergies renouvelables. C'est la conclusion numéro 4. Je pense que vous n'avez pas lu ce rapport. Donc quand même, c'est du climato-scepticisme, c'est-à-dire qu'on est sûr, avec ce que vous proposez, il n'y a pas que l'électricité, on parle d'énergie. Hein, donc l'électricité, c'est que 20 ou 25% de l'énergie. Il faut pas. Donc on est loin du compte. Donc je ne comprends pas comment vous avez pris cette mesure. Voilà, tout simplement. Jérôme Nury. Cher monsieur, les rapports de RTE, il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, je vais vous dire, il y en a un en cours, donc un nouveau rapport que vous n'avez pas lu, ni vous, ni moi, non, mais justement, et qui est en cours de rédaction. D'ailleurs, le ministre nous l'a annoncé hier. Oui, nous, ce que nous voulons juste, c'est justement attendre la sortie de ce rapport pour voir réellement comment est-ce qu'on peut arriver à avoir un développement harmonieux sur le territoire qui tienne compte des populations, aussi notamment dans les territoires ruraux, et pour qu'on puisse atteindre cette neutralité carbone, comme on l'a dit, en 2050. Bon, merci beaucoup Jérôme Nury d'avoir participé à ce débat, d'avoir été en direct avec nous dans Ça vous regarde. David Cormand, une réaction par rapport à ce qui s'est passé hier à l'Assemblée, ce climat ambiant contre l'écologie, ces retours en arrière? Non, mais l'échange auquel on vient d'assister, il est éclairant parce qu'en fait, je ne sais plus comment faire, parce qu'on n'est plus dans une discussion. Pour pouvoir faire de la politique, il faut à peu près être d'accord sur ce qui est vrai. Genre que la Terre est ronde, hein, des choses factuelles, que l'eau ça mouille. Parce que sinon, vous ne pouvez pas discuter. Vous vivez dans des réalités qui sont alternatives. Or là, on rentre dans un moment, mais qui est pour moi vertigineux, et qui n'a pas toujours été comme ça, en tout cas ces dernières décennies, où en fait, on ne vit plus sur le même monde. Enfin là, ce qu'on vient de nous dire, je ne vais pas reprendre les trucs, parce qu'en plus, monsieur le député n'est plus là, donc voilà, mais en fait, ça ne correspond pas à ce qui est vrai. Donc, mais il y a une réalité qui est aussi celle qu'a exprimée Jean-Philippe Tanguy dans l'hémicycle. La réalité, c'est que pour beaucoup de gens, les mesures qui sont prises aujourd'hui au nom de l'écologie, elles sont... Non, j'ai essayé de... Laissez-moi juste terminer. Les premières victimes de ces mesures-là, ce sont les classes moyennes et les plus pauvres et qui ont du mal à les accepter. Est-ce que la dimension de l'acceptabilité sociale de l'écologie, elle a été suffisamment prise en compte bien sûr, je pense qu'on est plus par les pouvoirs publics. Mais en une phrase, bien sûr que tout changement significatif invite à une acceptabilité. Mais j'attire notre attention sur une chose.
C'est qu'aujourd'hui, est-ce que les gens vivent dans un niveau de vie qui s'améliore? Est-ce que les choses vont bien? Aujourd'hui, c'est l'économie qui est punitive. Alors, j'aimerais juste entendre, on arrive à la fin du débat. Emeline Nottari, vous voulez intervenir là-dessus? Juste pour rebondir sur ce que disait le député Tanguy au sein de l'hémicycle, c'est effectivement quelque chose... le fait que ce sont les ménages les plus précaires qui aujourd'hui portent une partie du poids de la transition écologique, très bien, nous sommes tous d'accord, je pense, autour de ce plateau pour dire que c'est une réalité et à laquelle surtout qu'il faut contrer. Ce qui me fait grandement sourire quand j'entends M. Tanguy prendre la parole, c'est que par contre, le même groupe du Rassemblement national a voté lors du PLF la fin des aides sur le leasing social, la baisse des aides sur MaPrimeRénov', donc on n'en a pas parlé, mais hier a été aussi voté un recul encore sur l'obligation de rénovation pour les passoires thermiques, ce qui est logique, puisque quelque part, ils ont voté ça parce qu'effectivement, ils ont voté la baisse des subventions qui étaient allouées pour aider ces ménages précaires. C'est aussi une baisse du plan vélo, c'est une baisse des aides aux véhicules électriques, à chaque fois votées par les mêmes groupes qui nous expliquent après dans l'hémicycle que nous sommes dans un cadre d'écologie punitive, puisqu'on met en place des politiques publiques avec des mesures d'accompagnement qu'ils démantèlent pour pouvoir avancer sur la transition écologique. Sachant que ce sont encore une fois les ménages les plus précaires qui sont les premiers visés, parce que je rappelle quand même qu'à Paris, lorsqu'on revient sur les ZFE, à Paris, on a 5 fois plus de chances de mourir de la pollution de l'air quand on est plus précaire. Merci beaucoup. Juste le mot de la fin pour vous, Jean Jouzel, une raison d'espérer. Oui, une raison d'espérer, bon, c'est peut-être un peu... Bon, par exemple, les émissions de la Chine, en 2024... ont été moins élevés qu'en 2023, l'hiver. Donc si la Chine atteignait son pic assez rapidement, ce serait une bonne nouvelle. Mais bon, c'est une bonne nouvelle dans un océan de mauvaises nouvelles, soyons clairs. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus débattre sur le plateau d'LCP. Jules, vous restez avec nous, parce qu'on va parler de vous à présent, de vous et surtout... Je suis durable et renouvelable. On regardera alors. On parle plus de votre livre que de vous en réalité, ce conte illustré de La Belle et la Bête qui a tant fait parler de lui et qui est enfin sorti en librairie. Le rappel des faits, tout d'abord, avec Clément Perrault. Si on vous invite, Jules, le dessinateur, pas le rappeur, c'est pour parler de votre livre polémique, La Belle et la Bête, revisité. Si le texte est celui d'origine, signé Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont en 1756, votre illustration, elle, est très actuelle. Belle et sa famille apparaissent dans un style très méditerranéen. Les princes deviennent adeptes des réseaux sociaux. Le père, marchand de profession, se fait livrer ses marchandises par un bateau en provenance d'Algérie avant de se faire pincer par la douane pour contrefaçon. Tout cela relève bien sûr d'un second degré grinçant qui donne à ce conte très sérieux une touche humoristique. Mais ces pages, Jules, n'ont pas fait rire l'Éducation nationale et sa ministre Elisabeth Borne, car votre livre était au départ une commande du ministère. Il devait être imprimé à 800 000 exemplaires et distribué comme lecture pour les vacances aux élèves sortant du CM2. Mais fin mars, la commande a été annulée. Explication de la ministre. Ce livre a vocation à être lu par des élèves de 10 ans, en vacances, sans accompagnement pédagogique. Cela nous oblige à être vigilants. Quand Jules raconte à travers ses dessins l'histoire d'un père algérien, alcoolique, qui fait du trafic de contrefaçon et qui est arrêté par la police, je pense que cela peut créer des incompréhensions, choquer, voire blesser une partie de nos concitoyens. Vous avez, Jules, réagi très vivement à l'annulation de cette commande. Vous l'avez qualifiée de plus grosse censure numériquement de l'histoire de l'édition française et l'avez comparée à l'interdiction aux États-Unis du journal d'Anne Frank dans certaines écoles. Texte de Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont. 3 mois plus tard, vous prenez votre revanche avec, pour accompagner la sortie en librairie, cette vidéo où une flopée de personnalités lisent des extraits du livre. Belle ne put s'empêcher de frémir. On y retrouve des politiques comme François Hollande. Avec assez de bon sens, mais jamais avec ce qu'on appelle l'esprit. Édouard Philippe. Elle entendit le bruit que faisait la bête. François Ruffin, l'ancienne ministre de l'Éducation Nicole Belloubet, ou encore la haute commissaire à l'enfance Sarah El Haïry. Nul doute qu'Elisabeth Borne appréciera cette attention. Jules, votre livre il est accompagné d'un bandeau rouge sur lequel on peut lire « Enfin » avec un point d'exclamation. Ça a été compliqué pour vous de le faire publier après cette annulation du ministère de l'Éducation nationale? On l'attendait beaucoup. Moi, ce que je voulais sur le bandeau rouge, c'était déjà 900 000 exemplaires non vendus.
Mais bon, c'est un peu compliqué à faire. Et effectivement, on est content quand même que ce livre puisse voir le jour. Pas tellement parce qu'il va être lu par 20 000 personnes. Ça, c'est son un premier vrai tirage. échec parce que c'est un tirage divisé par 400. Il devait y avoir quasi 900 000 exemplaires tirés. Donc c'est un fiasco vraiment regrettable. Mais seulement pour que les gens puissent se faire vraiment un vrai jugement sur ce livre. On a dit n'importe quoi il y a 3 mois quand ce scandale a éclaté, quand le livre a été censuré. Chacun y est allé de son petit commentaire d'un livre que personne n'avait vu. Visiblement, le ministère de l'Éducation nationale n'avait pas vraiment lu non plus parce qu'il a été produit toutes sortes d'arguments complètement délirants sur le livre. Là, tout le monde va pouvoir l'ouvrir, le lire, non seulement se faire son opinion sur de quoi relève ce livre, et surtout de voir que beaucoup de choses qui ont été racontées étaient relevées du pur délire. On va en parler des arguments. Avant d'évoquer ceux d'Elisabeth Borne, il y a eu le numéro du ministère, la directrice générale de l'enseignement scolaire, Caroline Pascal, qui vous a notifié que ça ne verrait pas le jour finalement, tout ça dans un courrier. Ce qu'elle vous reproche, c'est ce dessin, on va le voir, un père de famille, visiblement ivre, une bouteille à la main, qui chante Connemara, la chanson de Michel Sardou. Et dans son courrier, elle précise que ces illustrations conviendraient à des élèves plus âgés, en fin de collège ou en début de lycée, car ça aborde des thématiques comme l'alcool, les réseaux sociaux ou encore des réalités sociales complexes. Vous dites que ce sont des prétextes fallacieux, pourquoi ? Alors, pour commencer, ce livre a été suivi par l'éditeur et puis par le ministère de l'Éducation nationale pendant des mois, avec 4 ministres consécutifs. Et c'est peut-être ça, en fait, le fin mot de l'affaire. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'instabilité ministérielle, chacun reprenant le truc. Attal, puis Nicole Belloubet, puis Anne Genetet, puis Elisabeth Borne, qui venait de débarquer au moment où tout ça s'est passé. Et effectivement, tout le monde a suivi le bouquin en trouvant ça formidable. On est venu me chercher pour faire exactement ce qu'il y a dans le livre aujourd'hui. Tout le monde trouvait ça chouette, cette approche, cette espèce de petite malice qu'il pouvait y avoir, cette espièglerie. Jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à une préface signée par Elisabeth Borne qui en disait le plus grand bien de chacun de ses dessins. Et ensuite, à partir du moment où on a décidé, de manière impromptue, unilatérale, d'annuler cette opération, du jour au lendemain, la veille de l'impression, il a fallu inventer des arguments bidons pour se justifier. Mais jusqu'alors, personne ne trouvait à redire à tout ça, d'autant que le texte qui a été choisi par le ministère, c'est précisément ce qui est illustré. Il y a cette histoire d'alcool. On y revient, vous avez montré présent dans le cette texte image. d'origine. Donc on explique, le texte d'origine, il date de 1756. C'est le texte du XVIIIe siècle dont on n'a pas changé une virgule. Et dans ce texte, il raconte que le père, ayant bu quelques coups de vin, se trouva plus hardi et alla visiter les grands appartements. Donc en fait, on me demande d'illustrer le fait qu'un père boit du vin, donc je dessine un père qui boit du vin. On me demande d'illustrer un père qui se fait arrêter parce qu'il a des problèmes avec ses marchandises, donc je dessine ça stricto sensu, avec juste des costumes qui ressemblent un peu à aujourd'hui. Et ça, en fait, ça montre que c'est une espèce de panique dans le rétropédalage lamentable du ministère, qu'il a fallu mettre des espèces de petits scotch, tant et si bien qu'il y a même eu ensuite des choses absolument imaginaires qui ont été racontées sur le livre. Il y a les arguments de la numéro 2 du ministère, et puis il y a ceux d'Elisabeth Borne, qui ne sont pas exactement les mêmes. On les a entendus dans le sujet. Alors elle salue votre talent, votre ironie, votre second degré, et puis elle ajoute, quand Jules raconte à travers ses dessins l'histoire d'un père algérien alcoolique qui fait du trafic de contrefaçon et qui est arrêté par la police, je pense que ça peut créer des incompréhensions, choquer, blesser une partie de nos concitoyens. Vous comprenez le problème qui est soulevé là et qui est différent de celui notifié dans le courrier? En fait, c'est la deuxième phase de communication du ministère. À partir du moment où ils ont remarqué qu'ils commençaient à complètement faire naufrage médiatiquement, et ils sont mis, parce que les gens n'avaient pas le livre, à raconter en fait, de la pure diffamation sur le livre. Comme vous savez, aux États-Unis, non seulement on censure les livres, un peu de la même façon d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on ne va pas les brûler ou interdire leur publication, mais on va interdire aux écoles de les distribuer aux élèves. Mais vous connaissez les sensibilités aujourd'hui dans la société sur toutes ces questions. Oui, mais ces questions, justement, c'est non seulement irresponsable, mais en plus hyper dangereux qu'une ministre face caméra parle de quelque chose qui est de l'ordre de la post-vérité. Il n'y a pas d'Algériens dans ce livre. 20 000 personnes vont pouvoir peut-être ouvrir ce livre et constater qu'il n'y a pas d'Algériens dans ce livre. Oui, mais je l'ai lu le livre, mais moi en lisant le livre, j'ai eu l'impression que vous présentiez une famille algérienne ou d'origine algérienne. On voit le bateau aux couleurs du drapeau algérien, étoile d'Alger. On voit cette pâte à tartiner algérienne. Alors c'est intéressant. Quand vous mangez des sushis, vous vous transformez en japonais.
Non, mais, voilà. mais en regardez fait, ce juste... bateau, il a les couleurs du drapeau algérien sur sa coque. Quand vous vous faites livrer une paella, vous devenez espagnol. C'est un père qui reçoit une marchandise dans un port avec un bateau. Ça aurait pu, s'il y avait marqué OSS Singapour, vous pensez qu'il serait devenu chinois automatiquement. En fait, donc en fait, ce n'est pas une famille algérienne. Non, mais sémantique. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé et vous le répétez parce que Elisabeth Borne, incroyablement drapée dans sa fonction ministérielle, l'a dit de l'ordre de la diffamation face caméra. Et du coup, on a intégré cette idée. Cette idée est non seulement mensongère, mais en plus dangereuse, parce que par la suite, j'ai reçu sur les réseaux sociaux toutes sortes de menaces, de gens qui me hurlaient dessus en disant comment vous parlez des Algériens. Alors il n'y a pas d'Algériens dans ce livre. Il n'y en a pas. Ouvrez ce livre. Mais vous ne disiez pas vous-même que vous aviez voulu sortir des princesses blondes pour montrer... Les personnages sont bruns. La princesse ressemble à ma mère quand elle était petite, et l'oncle est le parfait portrait de le père est le parfait portrait de mon propre oncle. Ce sont des gens qui ressemblent à la France d'aujourd'hui, la France que je regarde quand j'ouvre la fenêtre, et c'est précisément la France qui était visée dans cette opération où justement ce patrimoine du XVIIIe siècle magnifique a vocation à irriguer la France métissée, la France métissée de toutes les manières qui soient, et puis surtout la France des enfants qui ont tout à fait ce sens de l'ironie et du second degré. C'était comme si Elisabeth Borne alors, les enfants ont peut-être ne signait pas une préface, trouvait ce livre formidable et elle le trouvait problématique, le tout simultanément faire coexister deux réalités. On voit la famille là présentée, donc 3 frères, 3 sœurs, le père. Vous parlez du sens de l'ironie des enfants, mais est-ce que les parents ont tous ce sens de l'ironie? C'est-à-dire que, voilà, un enfant rentre à la maison avec cette BD, les parents la lisent, ils peuvent percevoir une famille peut-être d'origine d'Afrique du Nord et ils voient percevoir ce qu'il veut la dans bouteille d'alcool et ils voient aussi, je dis bien parce que voilà, c'est aussi un sujet qui a été évoqué, un cochon placé à table. Alors, je vous arrête tout de suite parce que là, vous me ferez sortir de mes gonds. Vous ne honorez pas LCP. Cette histoire de cochon, stop. Oui, je vous raconte. allez-y. Elisabeth Borne a refusé de répondre à tout appel, tout courrier, toute communication avec nous pendant toute cette période. Et toujours pas d'ailleurs. Je n'ai jamais eu Elisabeth Borne au téléphone ou par mail de ma vie entière. Vous voyez où on en est. Alors, elle est allée pour s'exprimer pour la première fois dans cette histoire sur le plateau d'un confrère, CNews, dont on connaît à peu près les obédiences politiques, dans une émission présentée par Christine Kelly, dont on connaît à peu près les obédiences politiques. Christine Kelly est partie dans un délire complètement facho sur le fait qu'on faisait manger du cochon à des Algériens. Mais alors là, non mais attendez, c'est du délire paranoïaque, c'est du délire sous extasie. C'est-à-dire que cette chose-là dite... Et je ne vous parle, pas de vos intentions, je vous parle de la façon dont vos dessins peuvent être perçus par certaines personnes. Alors regardez, stop, analyse d'image, parce que là, vraiment, c'est pas possible. Je pensais qu'on avait quand même dépassé le truc du simple fait de pouvoir voir ce livre. Non, mais il est là, on le voit. Non, mais c'est délirant. Bon, alors, donc c'est un festin dans un château de contes de fées, où il y a tout sur la table, donc des raisins, des ananas, des crabes et un cochon avec une pomme dans la bouche, comme dans les banquets d'Astérix, et comme dans les tableaux de Vermeer, comme dans les livres de Tommy Ungerer. À cette table, il y a une bête monstrueuse qui boit son verre de vin en faisant la conversation à une princesse. OK, alors, donc c'est quoi le problème? Moi, je vous dis, entre le décalage entre vos intentions et la façon dont le dessin peut être perçu. Mais ça veut dire, vous voulez qu'on parle des ananas, c'est du chlordécone aux Antilles, c'est du délire en fait. Non mais prenez chaque élément de cette table et commencez. Alors regardez, il y a un poisson, vous pensez que ça parle du réchauffement climatique et de la salinisation des océans. Donc il n'y avait pas du tout. C'est un truc de parano-facho qui a été développé sur CNews et stop, et investi par une ministre qui n'avait visiblement pas lu le livre, ni avant ni après. Et donc, c'est encore plus problématique. Donc, ce délire-là... Il nous reste peu de temps pour parler du livre en soi et pas de la polémique. D'en parler. Alors, parce que ensuite, le livre, on l'aime ou on l'aime pas. Moi, je l'ai aimé. Moi, j'ai ri, j'ai trouvé ça léger et terriblement contemporain, c'est moderne. Parce que probablement, les gens qui ont piloté un peu on va un mot du livre, parce qu'on arrive au terme de l'interview. Les gens qui ont piloté cette interdiction ont un agenda qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas celui de la République. Et c'est d'ailleurs, vous avez vu le petit film que vous avez passé tout à l'heure, si des gens de François Ruffin à Édouard Philippe ont décidé de se mobiliser pour dire que ce n'était pas possible de censurer ce genre de bouquin, c'est qu'il y a une petite raison politique et peut-être une petite vertu à s'insurger de ça. Un mot quand même de la façon dont vous avez illustré ce livre, avec toute votre ironie, tout votre talent. Vous vous attendiez à avoir un texte aussi moderne quelque part, parce qu'on voit à quel point vous arrivez à rebondir sur tout ce qui fait notre société d'aujourd'hui, les réseaux sociaux notamment. Vous attendiez à cela? On m'a demandé de faire ça. On était dans les 10 ans de l'attentat de Charlie Hebdo et on s'est dit ça va être drôle
de proposer à un dessinateur un peu ironique de moderniser certains aspects graphiques d'un conte originel. Le fait que ça nous parle encore aujourd'hui et qu'on n'ait pas à changer le texte, ça montre qu'effectivement, le 18e, c'est encore présent pour nous. C'est encore ce patrimoine, ce trésor qui nous constitue, nous tous, quelle que soit la tête qu'on se paye ou le genre de pâte à tartiner qu'on mange. C'est cette vertu qu'il a, ce texte. Et ce mélange avec le dessin, l'obsession pour l'apparence. Ça permet de faire rentrer dans des thématiques d'aujourd'hui. Les sœurs qui sont bêtes, qui sont stupides. On les voit là. Et qui se regardent dans le miroir toute la journée et qui cherchent un Leurs fiancé. maris qui se prennent en selfie en permanence. Elles utilisent des ou qui téléphones insultent portables. des gens sur les réseaux sociaux. Ça correspond au texte lui-même de l'époque. C'est bord-bord sur le texte. Il n'y a absolument pas d'extrapolation. Donc en fait, j'ai bien vu aussi que plein de gens s'exprimaient en disant mais pourquoi est-ce qu'on ne donne pas les vrais classiques À quoi ça sert de moderniser les choses? On modernise rien du tout. On illustre un texte original du XVIIIe siècle. Combien de personnes ont récemment lu cette semaine un texte original du XVIIIe siècle? Je ne sais pas s'il y en a beaucoup parmi les gens qui sont en train de regarder cette émission. Et là, il y aurait eu quasiment 1 million d'enfants en CM2 qui auraient eu ça chez eux. Ça aurait été beau et ça a été Il leur reste la possibilité d'aller en librairie car votre livre, il est présent en librairie depuis quelques jours. Illustration donc du conte de La Belle et la Bête publié par la collection Grand Palais de la Réunion des musées nationaux. Voilà, et personne n'y mange de cochon. Vous restez avec nous, c'est l'heure de la séance de rattrapage. Et une séance de rattrapage avec ce soir Stéphanie Despierres, journaliste parlementaire à LCP, Jean-Baptiste Daoulas, il est là, bonsoir, journaliste politique à Libération, et David Revaud-Dallon, bonsoir, rédacteur en chef de la revue L'Hémicycle. David, j'en profite pour montrer le dernier numéro de votre revue, c'est spécial vacances, c'est ça? Absolument, on l'a joué un petit peu cahier de vacances avec un grand sondage. Qu'est-ce que tu votes pour les vacances? On a demandé aux Français avec quelle politique ils préféreraient partir et les résultats sont assez amusants et surprenants. Ça fait de la lecture donc pour cet été. On commence cette séance avec ça. Accepterez-vous que nous en parlions durant la session extraordinaire et nous sommes prêts d'ailleurs à le prolonger pour avoir le débat que les Français attendent. Si vous ne le faisiez pas, Monsieur le Premier ministre, vous vous exposeriez, vous vous en doutez, à la censure. Alors Stéphanie, de quoi nous parle Boris Vallaud là? Eh bien, on parle de la réforme des retraites, puisque je vous rappelle qu'en janvier, en échange d'une non-censure du Parti socialiste, François Bayrou avait déclenché ce conclave des retraites qui devait se terminer cette semaine, qui finalement est un peu prolongé. Il s'était engagé à, s'il y avait un accord entre les partenaires sociaux, à le transcrire à l'Assemblée nationale. Le Parti socialiste voulait avoir, c'est ce qu'on a entendu, des garanties pour être sûr que même s'il n'y avait pas d'accord, il y aurait un nouveau débat sur les retraites à l'Assemblée nationale. François Bayrou a répondu il y aura un débat que s'il y a un accord. Et là, il y a une bataille d'exégèse puisque le PS a ressorti une lettre du 16 janvier 2025 où François Bayrou s'était, selon les socialistes, engagé à ce qu'il y ait un débat au Parlement, quoi qu'il arrive. En tout état de cause. C'est la phrase écrite noir sur blanc, effectivement, par François Bayrou. Tout à fait. Il est écrit, le Parlement aura, en tout état de cause, le dernier mot. Donc les socialistes brandissent ce en tout état de cause et disent que s'il n'y a pas, quoi qu'il arrive, un débat au Parlement sur les retraites, eh bien, ils censureront. Alors Jean-Baptiste Daoulas, ça veut dire quoi? On s'achemine vers une censure du gouvernement par la gauche, y compris le PS? Déjà, pour qu'il y ait une censure votée, il faudrait que le RN la vote, mais ça, on en parlera sans doute un petit peu plus tard. Ce qui est sûr, c'est que pour le PS, il y a un enjeu quand même à garder la face, puisque si ce gouvernement est encore là aujourd'hui, c'est uniquement, comme Stéphanie le disait, parce que le PS en janvier a accepté de ne pas le censurer. Est-ce qu'il veut profondément, à nouveau, une crise politique? C'est pas sûr en tout cas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une forme de fenêtre de tir pour le PS pendant quelques semaines, durant lesquelles ils peuvent se permettre de censurer le gouvernement sans que ça ait de conséquences politiques trop lourdes. Puisqu'on sait que Emmanuel Macron, il ne va pas dissoudre en juillet, l'Assemblée nationale, ce serait faire des législatives en août, ça n'a absolument aucun sens. Donc en réalité, il ne va rien se passer avant septembre. Donc il y a cette fenêtre de tir durant laquelle les socialistes peuvent censurer, montrer qu'ils sont dans l'opposition. En réalité, la seule deadline, entre guillemets, le seul point de blocage, c'est le budget 2026. Donc s'il faisait tomber le gouvernement en septembre, ça laisse encore 2 ou 3 mois pour négocier avec un successeur de François Bayrou, arracher de nouvelles concessions et peut-être accepter à nouveau, en échange de cela, de laisser passer le budget 2026. David Revaud-Dallon, une censure avant l'été, vous y croyez? C'est possible, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Baptiste, puisque ça serait une motion de censure à blanc qui ne serait pas votée par le RN. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que l'ambiance a vraiment changé très rapidement au groupe socialiste.
Il y a 2 semaines encore, on disait que la position de l'aile droite, celle de François Hollande, c'est-à-dire en gros celle de la responsabilité, attendons la fin du conclave, si d'aventure la CFDT, les partenaires sociaux arrivent à se mettre d'accord, on ne va pas faire tomber le gouvernement, puis après on se rapproche des municipales. En réalité, là, je ne sais pas si c'est le Congrès, je ne sais pas si c'est le fait que la tension soit remontée entre certains socialistes et la France insoumise, mais la nervosité, la grogne est remontée. Un socialiste me disait il y a 2 jours, un député important me disait on s'est fait rouler dans la farine, ça va commencer à se voir, et Mélenchon, évidemment, va en profiter pour dire que non seulement nous avons trahi la cause de la gauche, mais en plus, vous n'avez même pas eu les miettes que Bayrou vous avait promises. Donc, effectivement, cette hypothèse, elle monte en puissance. J'ajoute juste très rapidement qu'il y a les retraites, mais il y a aussi la question du budget en cours, avec visiblement des socialistes qui ne sont pas contents de l'exécution du budget 2025. Donc, ça promet évidemment, là je rejoins ce que disait Jean-Baptiste, sur le budget 2026. Sur la question du RN, Jordan Bardella a dit qu'il n'y aura pas de censure du RN sur la question des retraites. Et en même temps, on a l'impression qu'au sein du groupe, tout le monde n'est pas forcément sur cette ligne, que certains hésitent quand même à aller vers la censure. Est-ce que vous avez, vous, des échos de députés là-dessus, Stéphanie, peut-être ? Oui, il y a des débats, c'est vrai, mais clairement, en tout cas, les chefs du parti, Jordan Bardella, Sébastien Chenu, ont réaffirmé cette semaine que les retraites, c'était pas l'enjeu et que le vrai enjeu, c'était le budget. Après, il ne faut pas exclure complètement, parce qu'on sait que parfois le RN est volatile, parfois décide. Il suffit que François Bayrou ait une maladresse, un mauvais mot, et que le RN prenne la mouche et décide finalement de s'associer à la motion de censure de la gauche. Mais c'est vrai que pour l'instant, au Rassemblement national, même si dans la base des députés, il y en a qui poussent en disant il faut censurer maintenant. L'idée est plutôt de ne pas censurer maintenant, mais plutôt au moment du budget. Et c'est comme pour les socialistes, en fait. C'est aussi à ce moment-là qu'ils auront un peu plus de pouvoir de peser sur le débat politique et sur le visage du budget. Sur la question du RN, oui. Oui, il y a une forme de réaffirmation du pouvoir du Rassemblement national aussi, parce qu'ils ont été un peu effacés pendant 6 mois, où on entendait finalement que le gouvernement Bayrou ne tenait que grâce au PS, que le PS avait droit de vie ou de mort sur le gouvernement. Bon, bah là, qu'est-ce qu'on voit ? Le PS agite une menace de censure. En fait, on voit que si le RN n'est pas d'accord, le gouvernement restera. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'il y a quand même une façon de vendre la censure à l'opinion publique. C'est quand même plus facile de vendre le fait de faire tomber le gouvernement quand on dit que c'est pour le déremboursement des médicaments, que c'est pour faire augmenter les pensions de retraite et ne pas les geler dans des efforts d'économie. C'est quand même beaucoup plus facile, surtout quand on est dans une recherche d'une clientèle électorale des retraités qui manque énormément au Rassemblement national. Donc, il faut, de ce point de vue-là, pour le RN, bien choisir le moment. Alors, dans la série, on a du mal à comprendre la logique de l'Assemblée en ce moment. On a assisté à un nouvel épisode cette semaine. C'est devenu un fourre-tout, un projet disloqué et vidé de sa cohérence par les conséquences d'alliances contraires. Notre vote contre de ce texte n'est ni un reniement ni un refus de la simplification. Alors, de quel psychodrame est-ce qu'on parle, là, Stéphanie ? Celui sur le projet de loi sur la simplification de la vie économique. Marie Lebec, que vous avez entendue, est donc une députée du groupe Ensemble pour la République. C'est elle qui portait la voix de ce groupe-là. C'est un projet de loi qui avait été déposé sous le gouvernement de Gabriel Attal, qui, je vous le rappelle, est désormais président du groupe EPR ici à l'Assemblée. Et finalement, lundi, ils ont décidé de voter contre leur propre texte parce qu'ils estimaient que le texte avait été dénaturé, qu'il y avait eu trop de modifications, notamment la suppression des ZFE, que ce n'est pas du tout ce que souhaitaient les macronistes. Donc ils ont décidé complètement de voter contre, alors que c'est un texte qui avait été porté par eux, qui a eu un parcours, c'est vrai, un peu chaotique. Il a été passé au Sénat, ensuite il a fait les frais de la dissolution, de la censure, il a été découpé par morceaux, enfin discuté par morceaux, 2 jours par-ci, 2 jours par-là à l'Assemblée nationale. Donc c'est vrai que c'est un texte qui n'était plus très lisible. Et les macronistes, après de longs débats, ont finalement fait ce choix-là qui peut paraître assez incongru. Et le résultat ? Eh bien, c'est que le texte est passé quand même. Et c'est là qu'il y a eu un petit problème de stratégie, puisque c'était déjà politiquement une décision un peu lourde de dire on vote contre ce texte-là. Sauf que tout le groupe Ensemble pour la République n'a pas suivi la consigne. Il y en a qui ont voté pour et il y en a qui se sont abstenus. David Revaud-Dallon, quelle leçon il faut tirer du fonctionnement de l'Assemblée aujourd'hui quand on voit ce qui s'est passé là ? Si vous me permettez cette formule, on savait déjà que depuis la dissolution, ça tournait un peu en rond. Là, ça tourne carrément plus rond du tout. C'est le nouveau monde, comme nous vendait Emmanuel Macron, celui de 2017, à l'envers, puisque ça vient d'être parfaitement résumé. On a un groupe macroniste qui est divisé et vote contre un texte qui est à l'origine déposé par un gouvernement macroniste, avec une alliance entre les contraires, RN en l'occurrence, et pas mal de LFI et de voix de la gauche. Donc tout ça au détriment du président Macron, qui l'a fait savoir il y a quelques jours en mettant en scène le fait qu'il était furieux sur le fait qu'on reculait sur l'écologie.
sait déjà que son bilan est assez contesté sur ce point, donc il a des raisons d'être mécontent, mais ça montre bien que finalement, ce gouvernement, il n'avance pas. Vous savez, il y a quelques mois, Édouard Philippe disait dans une interview, c'est le statu quo jusqu'en 2027, ça montre que c'est tout à fait le cas. En 20 secondes, Jean-Baptiste. Oui, en fait, d'un point de vue de technique parlementaire, il faut qu'il y ait un gouvernement qui tienne un peu le manche. C'est-à-dire que quand vous mettez un texte au début qui ressemble à quelque chose, il ne faut pas qu'il ressemble à Frankenstein à la fin. Or, ce qui se passe, c'est qu'amendement par amendement, les principales mesures se font battre au gré d'accords de circonstances entre le centre, le RN, la gauche, et à la fin, ça ne ressemble plus à rien. Jules, ça vous inspire quoi, tous ces débats qu'on a là? Non, mais j'ai l'impression qu'effectivement, l'Assemblée est arrivée à peu près au même état de déliquescence que certains ministères auxquels moi j'ai eu à faire face, parce que bon, voilà, ce clash entre l'administration et le cabinet et la ministre à l'Éducation nationale a son équivalent en miroir à l'Assemblée, et voilà, c'est un petit peu. Ça vous inspirera peut-être pour des BD c'est très comique, mais c'est plus déprimant encore, non? Je sais pas, à vous de voir. Bon, merci beaucoup, Jules, merci à tous les trois. C'est la fin de cette émission. Merci, chers téléspectateurs, pour votre fidélité, et bon week-end à tous.